continuer doucement, mais ça s'arrête pas brutalement en fait. On a coutume de dire qu'une mission de 6 mois, on met 6 mois à s'en remettre à peu près. Donc là, j'ai déjà en 48 heures, j'ai l'impression d'avoir récupéré 80-90% de ce que j'avais avant la mission, mais pour vraiment aller jusqu'à 100%, il va falloir 6 mois en fait. Donc les activités vont continuer, mais pour l'instant c'est à 100%, c'est même à 200% de mon temps, et puis au final ça va prendre de moins en moins de temps, et je pense que dans 6 mois après l'atterrissage, en gros à peu près, cette phase elle sera terminée. Je pense que à peu près, peut-être, on verra. Putain, mais vous êtes où les mecs? À la NASA. Normalement, il y a un protocole. Hein. Tu rentres, il y a tant de jours pour ça, t'as ça, tu seras libre telle date et machin. Ta récupération, vu qu'on connaît tout ton organisme, on t'a étudié sous toutes les coutures pendant 7 ans, Thomas, on le connaît parfaitement, ton corps, on sait que tu vas récupérer en tant de jours, etc., à la minute près presque. C'est le décalage qu'il y a. C'est pour ça que les autres, ils sont en dissonance cognitive et ils comprennent rien à ce qui leur arrive avec le spatial. Après, il y a aussi des études de long terme sur la santé qui vont demander des prélèvements, retour plus 6 mois, retour plus 1 an, retour plus 18 mois, donc ça, ce sera ponctuel. Ouais, bah écoute, c'est comme tous les picousés qui iront faire leur rappel 2 fois par an, hein. Mais ça va continuer encore pendant très longtemps. Ce serait marrant que le retard d'une semaine soit compté sur tes vacances. Donc, je te souhaite quand même une semaine de congé bientôt. J'ai une question de Boris Allier. T'as vu la tête qu'il a fait? On te souhaite quand même une semaine de congé. Il a penché la tête comme ça, l'air de dire putain, si tu savais dans quelle merde je suis. Putain, si tu savais comment je suis. Putain, j'ai pas le choix en fait. Comment je suis obligé de faire tout ce qu'on me dit. Donc, je te souhaite quand même une semaine de congé biantôt. J'ai une question de Boris Allier. Il se gratte le nez. Il se gratte le nez. Thomas Pesquet, franchement, c'est foutu. Ton langage neurolinguistique, il ne trompe personne. Dès qu'il est mal à l'aise et tout, grattage de nez, il se touche le menton. Pour développer l'internet par satellite se multiplie avec plus de satellites en Les satellites pour internet et la téléphonie. Pauvre vieux con de merde. Sérieux, mais va étudier les choses. Les télécommunications, c'est tout par câble, par antenne relais, etc. Internet par satellite. Bouffon, vous comprenez rien à ce qui vous arrive. Vous êtes des grands gosses là, en train de répéter bêtement ce que des gens avec plus d'autorité que vous disent de dire. Vous êtes des merdes. Aucune souveraineté, aucune autorité. Aucune liberté, même pas dans votre pensée, dans votre conscience. Minable, vieux con, va. Oui. Alors certains scientifiques évidemment s'inquiètent pour l'observation astronomique notamment, mais est-ce que tu as constaté depuis l'ISS cette multiplication du nombre de satellites en orbite? Donc tu regardais beaucoup la Terre, tu regardais aussi beaucoup les aurores boréales, tu regardais les satellites qui tournaient autour de la Terre? Alors écoute... Alors là, moi j'ai hâte d'entendre sa réponse, hein, parce que dans toutes vos vidéos du globe vues depuis la station ISS, on n'a jamais vu un objet passer, un satellite ou quoi, et soi-disant ça pullule dans l'espace. Elle est débile cette question, vas-y Neuneu. C'est difficile de voir, depuis la station spatiale, c'est difficile de voir directement des objets qui sont en orbite parce que les vitesses relatives sont très très grandes en fait. Il faut imaginer, c'est vraiment comme 2 balles de fusil qui se croisent. Vous voulez que je vous prouve à quel point Thomas Pesquet se répète? Ça, il faut le voir. Hein. Donc les vitesses relatives, 2 balles de fusil qui se croisent, etc. Ouais, bah attends, 2 secondes. Hein, je te Pour le la retrouve. France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. D'armes près d'un petit cours. De ne créer pas de débris. Ah oui, le deuxième thème... Voilà, Thomas Pesquet a une conférence avec Mélenchon et des militaires pour parler de la guerre de l'espace aura-t-elle lieu. Regardez ce qu'il dit. C'est celui des débris spatiaux. Alors je voudrais préciser le vocabulaire. Moi je préfère débris spatiaux que déchets spatiaux parce que déchets spatiaux on a vraiment l'impression qu'on jette nos poubelles et c'est pas le cas. Et puis c'est des débris qui sont inertes dans un espace a priori l'atmosphère basse terrestre qui est dépourvue de vie. Hein. C'est pas vider son bidon d'huile près d'un petit cours d'eau joli. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut pas dire que c'est bien évidemment, mais je préfère vraiment qu'on dise débris spatiaux que déchets spatiaux. C'est toi qui as décidé ça tout seul, hein? Ou c'est ton agence d'astronautes qui t'a dit de dire ça à cette conférence-là? Bon, et après?
La partie témoin, la question c'était est-ce que moi j'ai pu assister à ça. Alors ça, ça m'arrange que vous posiez cette question-là parce que ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village. Sur les débris spatiaux, tout le monde a en tête l'image de la Terre entourée d'un nuage de points blancs. En fait, on a tous vu cette image-là, mais pour la nécessité de la représentation, en fait, il faut bien voir que sur cette image-là, chaque point blanc, c'est à peu près la taille d'un département par rapport à l'échelle de la planète qui est derrière. Donc on a l'impression quelque part qu'il y a un nuage de débris qu'on peut pas passer autour, qu'on est obligé de slalomer comme dans Star Wars. C'est quand même pas le cas. Hein. Parfois c'est des choses qui sont de la taille d'une pièce de 2 euros ou Carglass un tout répare, petit peu plus Carglass grand. Et remplace. entre les deux, il peut y avoir 400, 800 km. C'est quand même des distances qui sont énormes. Encore une fois, c'est pas pour dire que c'est bien qu'on peut continuer, mais c'est pour dire que moi, par exemple, au sein de la station spatiale, à bord de la station spatiale, on peut pas voir des déchets spatiaux aussi à cause des vitesses relatives. Hein. Ça se croise à la vitesse de 2 balles de fusil, donc c'est impossible d'avoir la perception de ça. Et que nous, on a eu une seule fois par... Oui, dégueule Thomas, dégueule. C'est rien, c'est le mensonge, qui est la vérité qui veut sortir. Hein, ça donne envie de vomir, hein, de mentir tous les jours de sa vie comme ça. Hein. C'est pas grave. Donc à la vitesse relative de 2 balles de fusil qui se croisent, on peut pas les voir. Non, on peut pas les voir. L'expérience marrante, mais mes collègues me l'avaient dit, mais quand on joue dans la station, enfin que les gens soient occupés en permanence, quand on est occupé en permanence, on n'a pas trop le temps. C'est question là qui va se poser aussi à un moment. Et du coup, j'ai fait une très longue réponse, je me rappelle plus du début. Une semaine, c'est plutôt un jour ou 2 ou 3 jours. Mais, enfin, se multiplie avec toujours plus de satellites. C'est grand en fait, faut imaginer. Aussi beaucoup les aurores boréales. Tu regardais les satellites qui tournaient autour de la Terre? Alors écoute, c'est difficile de voir depuis la station. Alors, je sais pas, vous n'êtes pas censé être au courant des vitesses vertigineuses auxquelles transitent tous vos objets, là 28 000 km/h la station, tes satellites, etc. C'est des questions de débiles, pourtant vous bossez à l'ESA, vous. Et après, vous étonnez que les Français, les NASA boys, ne comprennent rien aux supercheries que vous leur racontez, là. Alors écoutez... spatiale, c'est difficile de voir directement des objets qui sont en orbite parce que les vitesses relatives sont très très grandes en fait. Il faut imaginer, c'est vraiment comme 2 balles de fusil qui se croisent, qui sont chacune tirées à des centaines de kilomètres de distance. Donc pour vraiment arriver depuis une balle de fusil à percevoir l'autre, c'est quand même un peu compliqué. Après, par contre, ce que j'ai vu vraiment, et ça s'est vu sur des timelapses, je prenais beaucoup de... Oui, mais les satellites, ils sont... soit beaucoup plus haut que votre ligne orbitale ou plus bas. Si je suis dans un train, un TGV, et que je croise un autre train, effectivement, ça va très vite. Mais s'il est beaucoup plus loin, je vais le voir passer. Pour pesquer. Encore une fois, là c'est des règles physiques, ça. Si ta balle de fusil et que toi t'es sur une autre balle de fusil mais qu'elle passe loin de toi, t'as le temps de la voir passer. T'inquiète pas, les vitesses relatives, comment ça fonctionne. Putain, il y a tout à revoir là, tout à revoir là. Après, par contre, ce que j'ai vu vraiment, et ça s'est vu sur des timelapses, je prenais beaucoup de photos en timelapse. En fait, on laisse un appareil photo tourner, qui prend 1600 photos depuis un hublot. Ensuite, ces photos, on les joue. Alors là, pesqué, putain, encore une fois, tu te crames. Donc, t'as laissé des appareils photo collés au hublot. Alors, montre-nous comment vous les avez installés, comment ils étaient cadrés, comment c'était positionné, avec quel trépied vous maintenez vos gros appareils photo là, maintenus contre un hublot. Montrez-le-nous, ça. Et puis, pesquer, si vous êtes dans la station spatiale pour poser un gros appareil photo contre une vitre et puis prendre des photos, etc., depuis le hublot et faire des timelapses là, mais je sais pas, il n'y a pas des satellites pour faire ça? À quoi tu sers en fait? Et ces appareils photo, ces objectifs, vous auriez pas pu les mettre directement à l'extérieur de la station? Et puis avec un petit bras robotique japonais, contrôler les prises de vue? Mais putain, mais on joue au Playmobil là. C'est quoi ce mec-là là? Depuis un hublot. Ensuite, ces photos, on les joue comme une vidéo, un peu en accéléré. Ça, je l'ai fait pas mal de fois parce que c'est assez facile à faire. Et sur ces timelapses, quand ils sont de nuit, on voit. T'as compris pourquoi il s'est gratté le bord du nez là? Oui, ok, d'accord. Pas besoin que je m'arrête. On est d'accord. Beaucoup de petits traits qui passent. Hein. Alors, je l'avais pas remarqué pendant ma première. Alors, les petits traits, évidemment, c'est des objets qui sont dans le ciel, la plupart du temps, qui sont artificiels.
et qui sont éclairés par le soleil ou qui ont leur propre lumière. Euh, Leur propre lumière, éclairée par le soleil. Mais quand vous êtes du côté sombre du globe, ils peuvent pas être éclairés par le soleil, on est d'accord. Donc tous les neuneux qui nous ont dit que on peut voir la station ISS la nuit parce qu'elle est éclairée par le soleil, c'est n'importe quoi. Parce que vous êtes dans la zone d'ombre du globe. Tiens-toi le menton, Thomas, tiens-toi le menton, tu vas te casser la gueule. C'est officiel, c'est annoncé, t'inquiète. Et je l'avais pas vraiment remarqué pendant ma première mission, mais après, bon, évidemment, il faut des conclusions scientifiques. Tu sais, moi j'ai mon avis. C'est comme sur les photos de la Terre. Moi, j'ai mon avis qui est au final assez humain, qui est peut-être un peu biaisé, et puis surtout qui est ponctuel, qui est un point de données. Il faut pour conclure scientifiquement, il en faut des centaines, des milliers, de manière répétitive, de manière cohérente. Et ça, c'est ce qu'on... Bon, on lui a juste demandé s'il voyait les satellites. Hein. Mais t'as vu de nouveau, hein, il sort la couturière et puis vas-y que je te file, que je t'enfile, que je te couds, que je te tricote, etc. Putain, Pesquet, c'est chaud. Hein. Ça va être chaud bouillant pour toi. Hein. Avec les programmes de satellites, d'observation de la Terre ou autres. Heureusement, à l'agence, on a les deux. Et c'est ça qui, à mon avis, fait que la vision est correcte. Pierre, c'est les... Putain, mais sérieux, il finit ces phrases. Tu sens qu'il a envie de se pendre. Oh la vache, quarterback, et commandant quarterback, et purée, sérieux. Et de l'AFP qui demande quel est l'enseignement que tu as tiré de ton expérience de commandant de bord de la station. Par exemple, en faisant allusion à deux événements. Le premier, c'est quand il y a eu une brève perte d'altitude de la station et le tournage du film. Oui, le tournage de quel film? Des deux Russes là qui ont débarqué là un beau matin de manière inattendue. Tiens, salut les gars, on s'est dit si on venait pas tourner un petit film. Ouais, on s'est dit, il y avait Tom Cruise qui avait prévu de le faire, mais bon, on s'est dit on va lui passer devant. Et alors, ils ont eu 1 an de préparation, mais ça avait l'air d'être improvisé complet ce truc-là. Ah ouais, fais-moi un fuck, toi, tu vas voir, moi aussi je t'encule, toi. Connard. Deux événements très précis, en fait. Ce qui au final... très bonne question, parce que ça regroupe vraiment, je pense, les deux aspects du boulot de commandant de la station. Quand tout se passe bien, en fait, dans la journée normale, quand on travaille de manière nominale, Ah, ça y est, il l'a dit. Nominal. Le super mot des astronautes. Nominal. C'est bien, Thomas. On t'a dit, il faut que tu le places au moins une fois dans chaque interview. Ça fait plus sérieux. En fait, on est juste là pour mettre un peu d'huile dans les rouages. C'est un peu capitaine de l'équipe de foot, donc ça y est, on c'est essaie reparti. de donner l'exemple par le boulot qu'on fournit, etc. Mais tout le monde est professionnel dans la station spatiale. C'est pas comme s'il fallait faire la police non plus. C'est pas le CE2, on s'en doute. Mais c'est vraiment ce côté. Sans doute. Lis tes fiches, Thomas, lis tes fiches. Essaye de te rappeler de ta propre vie, c'est important. Hein. Heureusement que tu as noté ta propre vie sur des fiches, hein, parce que sinon tu t'en rappellerais plus. Hein. Les mots-clés. Jules Grandcir, il t'a préparé des fiches avec des mots-clés. T'as l'air paumé, là. Un peu veiller à ce que tout se passe bien. Et là, typiquement, le tournage de films russes, donc pour ceux qui n'ont pas forcément suivi en détail, on a un équipage russe qui était composé d'un cosmonaute professionnel et d'une actrice et un réalisateur. Ils sont restés 10 jours à bord de la station pour tourner des scènes d'un film qui se passera dans l'espace. Et donc ça, pour nous, c'était un peu nouveau, un peu inattendu dans tout le monde, où tout le monde est très entraîné. On met 10 ans d'entraînement avant... Mais ça te rend compte, rien que ça. Ils sont allés dans la station spatiale pour tourner un film qui se passera dans l'espace. Non mais c'est des débilos ces Russes là. Et donc ils ont réussi à tourner leur truc avec 2 personnes, le réalisateur et l'actrice. Pourquoi on n'a pas d'image du making of dans la station spatiale, le réalisateur en train de diriger son actrice là. Ok Kim, mets-toi comme ça, voilà là, ouais, et l'air de flotter, voilà, joue avec de l'eau, voilà, écarte les cuisses Natacha, écarte les cuisses, non pas trop, non encore. Non, là, c'est trop. Non, reste comme ça. Tu es tendu, Natacha. Je te sens tendu. Non, tu es tendu. Si je te dis que tu es tendu, c'est que tu es tendu. Il faut que tu viennes vers moi. Hein? Et moi, je vais venir te chercher. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi on ne peut pas le voir, ça? Ça nous intéresse. On est des fans du spatial. La station spatiale, les gens sont extrêmement motivés, etc. Eux, ils ont eu même pas une petite année d'entraînement. Puis c'est pas des professionnels en fait, donc on savait. Ah bon? Parce que toi, t'en es un de professionnel, toi? T'es même pas foutu de tenir une conférence sans te ramasser les dents par terre.
T'es allé dans l'espace, toi, pour de vrai? Monsieur le quarterback commandant professionnel? T'es à quel grade d'initiation dans la franc-maçonnerie, Thomas? T'as déjà subi un rituel de sodomie? Parce que chez les rappeurs, ça se fait. Alors, à mon avis, chez les astronautes, ça doit se faire aussi, non? Pas tellement à quoi s'attendre. Est-ce que ça allait gêner notre travail? Évidemment, c'était pas l'idée. Est-ce que il allait falloir aménager un peu des susceptibilités ou des objectifs divergents, on va dire? Au final, ça s'est très bien passé parce que ça avait été pas mal encadré au sol. Et puis, on a été très très clair en arrivant. On a toujours un briefing pour les nouveaux arrivants qui était de ma responsabilité et on essayait de se mettre d'accord gentiment, mais assez fermement sur les règles et ce qu'on pouvait faire et pas faire. Et puis, il se trouve qu'ils ont été très très bien. Ce qu'on pouvait faire et pas faire, tu sais. Mais rien que de débarquer dans votre expérience scientifique de la station spatiale pour tourner 10 minutes d'un film à la con, là, mais c'est déjà ça. La NASA, le SA, le CNES auraient dû dire non, non, mais attendez, non, c'est pas un studio télé, il y a des studios pour ça. Les mecs, s'ils veulent simuler l'impesanteur, comment ils ont fait dans les Marvel, Superman et compagnie, comment ils ont fait dans le film Gravity. Bon, bah, ils ont été dans des studios, fond vert, accrochés à des câbles, t'effaces ça à l'image, ils sont pas capables de faire ça en Russie. Bon, bah, on a des studios au Pakistan, en Inde, même en Afrique, aux États-Unis, en France, qui sont capables de le faire. Mais on va pas s'emmerder avec une actrice et un réalisateur dans la station ISS. Et vous imaginez si jamais le mec il touche à un truc qu'il doit pas, ou il chie à côté du sac plastique, ou non, on n'a pas de temps à perdre. On a des expériences pour sauver l'humanité à faire. Et puis ça coûte du fric. Non, c'est pas une cour de jeu en fait, la station spatiale. Voilà comment ça aurait dû se passer. Ça n'aurait jamais dû arriver ce délire là. C'est mort. ESA, station spatiale, NASA, machin, l'homme sur la Lune, toutes tes conneries, Mars, mon cul, terminé. Terminé. La République soutient ça, finance ça, tout en nous confinant chez vous, nous confinant à la baraque, à tes stations, puis picouze, et puis machin, etc. C'est mort, terminé, terminé. La loi de mon Seigneur, aime ton prochain, pardonne, dis la vérité, adore ton Seigneur. Tout le reste, ta République, tes impôts, ta redevance télé, France TV, machin, etc., les élections, mon cul sur la commode, tout ça, confinement, Covid, pas Covid, test PCR, pas sanitaire, tu dégages avec ça. C'est foutu. Vous avez tous bouffé ça. Personne n'a remarqué que c'était une arnaque à part nous. À partir de maintenant, les big boss en France, c'est nous. Vous inquiétez pas, on va pas se gaver sur votre gueule, nous. Non, par contre, on va dire la vérité. Et c'est comme ça et pas autrement. Parce que c'est la vérité ce qu'on dit. Et eux, ils vous ont manipulé. Et regardez, c'est devant vos yeux. Le mec, il est même plus capable de mentir tellement il est à bout, là. Et que ça est très pro et que ça s'est extrêmement bien passé. L'autre exemple et le revers de la médaille, enfin pas le revers de la médaille, mais l'autre aspect du rôle de commandant de bord, c'est justement dans les situations d'urgence. Alors là, c'est un peu un style de leadership un peu plus autoritaire, parce que c'est comme dans un avion ou sur un navire. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui ait la décision, parce qu'évidemment, il faudrait... On en a déjà parlé précédemment de ça. Une seule personne qui prenne la décision, mais ferme ta gueule. Enfin, arrête tout là. C'est toute une équipe, les gens au sol, on a toujours les gens au sol, etc. Putain, mais vous réagissez pas, sérieux? Incroyable. Gère vite, l'appareil est en danger, la mission est en danger, donc on n'a pas le temps de tergiverser. Et là, clairement, c'est le commandant de bord qui dit on va faire ça, ou plutôt que ça. Et ça, on a eu presque la chance, j'ai envie de dire, que ça nous arrive, parce que c'est aussi une expérience qui est enrichissante. On a perdu le contrôle d'orientation de la station. Oui. Perdu le contrôle d'orientation de la station. Ouais, la station a presque fait un peu des loopings. Regarde, le mec se frotte les mains, il regarde par terre, il a le regard fuyant. C'est pas parce qu'il est pas en forme, parce qu'il est en train de récupérer, etc. Non, pas du tout, sinon il lui ferait même pas faire une conférence. Il serait en phase repos, et la conférence après. C'est parce qu'il est mal. Le mensonge lui pèse, Thomas. Il a fallu répondre de manière rapide ce à quoi on s'entraîne, mais évidemment le faire en vrai avec la station qui tourne dans le ciel, c'est pas la même limonade, on va dire. Mais encore une fois, ça s'est bien passé parce qu'on est encadré, on a des procédures, on n'a pas perdu la communication avec le centre de contrôle au sol, ce qui est quand même idéal dans ces cas-là parce qu'on peut faire les choses en concertation avec eux. Et puis au final, on a... Donc si vous êtes en concertation avec les équipes au sol, parce que oh là là, grâce à Dieu, vous n'avez pas perdu votre communication avec le sol, donc c'est pas une décision prise par un seul homme. Donc dans la même phrase, tu te contredis, Pesquet.
Ça va être de pire en pire en pire en pire pour toi. C'est sûr et certain. C'est inéluctable. C'est foutu. On a réparti les rôles, c'était un peu mon boulot de répartir les rôles, que tout se fasse en bonne intelligence. Et puis ça aussi, ce qu'on avait dit plus tôt là. Oui, c'était à moi de répartir les rôles, etc. Mais tu plaisantes ou quoi, Pesquet, mais arrête tes conneries, sérieux. Il y a un directeur à l'ESA, il y a un directeur à la NASA, il y a des chefs de projet, il y a des... Putain, mais stop. Récupérer l'orientation assez rapidement. Donc c'est bien, j'ai eu l'expérience complète et j'ai beaucoup appris, on va dire. Et justement. Oh là 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 là, le bon gamin, le bon élève. J'ai été gentil, j'ai bien répondu avec ma petite jaquette de quarterback américain. C'est bien comme je fais. Justement, Maxime Guet de Ouest France demande quels sont les... Maxime Guet de Ouest France. Journaliste aussi, lui. Purée. Allez, vas-y, Guet, c'est quoi ta question ? Les domaines dans lesquels tu as l'impression d'avoir progressé le plus, là. Ton patron, Joseph Agerer, tu le disais tout à l'heure, il a fait des progrès, c'est devenu un de nos plus qualifiés d'un point de vue technique. Son patron, il l'a qualifié de quoi ? Parce qu'il a bien menti, il a bien tenu le truc, etc. Oh la vache, c'est foutu. Scientifique, social, etc. Toi, tu le sens comment ton progrès ? Lors de d'un point de vue technique, scientifique, social, etc. Toi, d'un point de vue technique, scientifique, social. Bah dis donc, putain, le social, réseaux sociaux, communication, c'est un truc important pour vous, ça. Comment t'expliques que t'es aussi bon dans ce que tu fais, dans ton gros mensonge et ton énorme manipulation, Thomas ? Parce que nous, on te trouve à chier, en fait. Vas-y. Tu le sens comment ton progrès ? Comment tu le lors sens ? de ce deuxième vol ? Allez, gratte-toi le nez. Je pense que techniquement, alors on était, j'ai envie de dire, ça gratte-toi l'oreille. C'est pas très modeste, mais je pense que dès la première mission, on est quand même au point avec 10 ans d'entraînement. On connaît quand même extrêmement bien les choses. À la limite, la deuxième fois, peut-être, on se repose un peu plus sur l'expérience et on lit un peu moins les manuels, tu sais, alors que la première fois. Putain, mais t'es sérieux là ? Tu dis ça devant tout l'aéropage de l'ESA et de la NASA. En fait, Thomas Pesquet, pendant que vous lui donniez des manuels et que vous lui disiez, bon, pour la semaine prochaine, il faut que tu connaisses tous les protocoles là, comment faire caca, comment faire pipi, gna gna gna, ça, le déploiement des panneaux solaires, et ben en fait, il les a un peu moins lus. Toutes les 200 nouvelles expériences, là, vous lui avez filé des documents là pour qu'il se briefe dessus, et ben il les a un peu moins lus. Un peu, pas trop. Fois, peut-être, on se repose un peu plus sur l'expérience et on lit un peu moins les manuels, tu sais, alors que la première fois, on connaît vraiment les manuels par cœur, donc il y a quand même beaucoup d'expertise technique. Peut-être 2 différences la deuxième fois, je pense sur les sorties extravéhiculaires, j'ai eu la chance d'en faire 4 pendant cette mission-là, et c'est notamment quand on se gratte le menton comme ça, qu'on sait pertinemment que t'es en train de mentir et d'inventer une histoire, mais vas-y, continue, t'es tellement bien là, t'es tellement à l'aise, Thomas Pesquet. Ça se voit. Regarde-toi, Thomas. Regarde-les tes propres conférences. Regarde à quel point t'es à chier, à quel point tu te crames tout seul, à quel point t'es en train de... T'es le trou noir des agences spatiales. C'est-à-dire que ça va tout aspirer d'un coup. Donc, ce qu'on appelle EV1, donc le leader des 2 qui sortent, pendant 3 de ces sorties-là. Et donc ça m'a donné vraiment l'expérience de manager un peu une sortie extravéhiculaire depuis le début, non pas seulement comme simple exécutant, mais quelque chose d'un peu plus impliqué. J'ai été un peu plus impliqué, un peu comme manager. J'ai été un petit peu chef des sorties extravéhiculaires. Rien du tout, Thomas. Si vous alliez vraiment dans l'espace, il n'y a rien du tout, c'est le centre de contrôle qui vous dit quoi faire, quand, comment, machin, tiens les mecs là il y a une alerte, tiens les mecs là il se passe ça, etc. Stop. Allez, on te termine, puis après tu vas aller te reposer à Cologne un petit peu, te prendre un peu de lavage de cerveau, MK Ultra, te faire prendre pour une sous-merde par tes patrons, et puis que tu puisses continuer à bien mentir dans 3 semaines. Puis si ça se trouve, bientôt, il y aura un vieux fait divers qui va passer dans les médias. « Oh, rendez-vous compte, Thomas Pesquet s'est suicidé. Oh, Thomas Pesquet est mort dans un accident. Oh, Thomas Pesquet, il lui est arrivé quelque chose. » Parce que tu tiendras pas sur la longueur. C'est mort. C'est mort pour toi, Pesquet. En tant que leader, quelque part. Donc ça me donne une expérience dans ce cadre-là qui est quand même assez riche et que j'espère pouvoir ensuite contribuer dans les différents projets de l'Agence spatiale ou de la NASA. Ouais, c'est ça. C'est la première chose.
La deuxième, c'est, comme on en parlait à l'instant, c'est vraiment le côté leadership, le côté avec ce qui est venu avec ce rôle de command de bord et aussi ce rôle de leader en sortie extravéhiculaire, qui est que c'est mine de rien, c'est presque la même activité, mais quand on en a la responsabilité, quand on est là pour la faire marcher et pas juste pour suivre la procédure, appuyer sur le bouton au moment où on a besoin de le faire, c'est pas tout à fait la même perspective et ça demande beaucoup plus de boulot périphérique, on va dire. Donc voilà, ce côté sur le leadership, je pense que ça a été vraiment différent de la première mission, où j'étais le plus jeune. Enfin, j'étais encore le plus jeune dans la deuxième, mais j'avais pas les rôles qui correspondaient, on va dire, à cet âge. Et puis les sorties extravéhiculaires où maintenant je suis le plus expérimenté en dehors des Russes et des Américains. Donc ça me donne quand même une nouvelle corde à mon arc. Et pourtant, t'es pas une flèche, hein. Écoute, t'es expérimenté, t'es un leader. On aime bien les leaders comme toi, nous. Viens répondre aux questions. Va juste discuter, Thomas. On te jugera pas, on te condamnera pas, on te tapera pas. On a juste une petite liste de questions très précises, pas des questions de gogolito comme ça, à te poser. Normalement, ces questions-là, tu seras censé y répondre sans fiche, sans pense-bête, du tac au tac. Ça va être des questions sur ton quotidien dans la station. Et si tu ne viens pas à notre cordiale, fraternelle, française, courtoise invitation, comme tous les NASA Boys de France, ce sera la preuve que toute votre histoire du spatial, d'astronaute, de l'homme sur la Lune, de l'ISS, de la NASA, de l'ESA et du CNES, c'est tout de la pipe. De A à Z. De A comme Armstrong, à Z comme Z. En tout cas, tu as ton patron des explorations juste à côté de toi. Il y a une question ici. Ah oui, c'est le patron. Mais oui, il me semblait bien que j'avais déjà vu quelque part. C'est lui, lors de ton premier départ dans la station ISS en 2016, qui t'avait pris au téléphone pour te toucher 3 mots et qui t'avait dit: Thomas, on compte sur toi. Tu es le premier à partir sur l'ISS à l'ère de Twitter. On compte sur toi pour exciter les jeunes sur les réseaux sociaux. Exciter les jeunes, il disait. C'est le patron. Ah, vas-y. Oula, alors attention, tiens-toi droit, Thomas. Chut, garde à vous, Thomas. Commandant, garde à vous. De David Fossé de C'est l'espace, qui est un petit peu voilà pour l'essentiel de cette conférence. Voilà, bon, on n'en a rien à branler du spatial, en fait. On a d'autres choses à discuter dans les infos, hein, notamment cette info fracassante qui vient de tomber. On ne peut même plus débattre des chiffres, car les chiffres sont là. Seuls 2% d'hospitalisation du Covid en 2020 en France. Qu'est-ce qui se passe, madame la journaliste? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez informé les Français sur quoi? Vous avez fait de la propagande ou de la formation? Vous avez fait de la recherche, de l'analyse, ou vous avez répété bêtement ce qu'on vous dégueulait dans les oreilles dans vos rédactions? Qu'est-ce qui se passe en France? Et ton Thomas Pesquet, là, c'est qui, en fait, ce mec-là? Il a été dans l'espace, lui, le gogol, là? Donc voilà. Ah non, on s'énerve pas, madame. Mais on est un petit peu obligé d'être rigoureux, d'appuyer le trait, là, parce que sinon, vous allez continuer comme ça combien de temps encore? À gober tout et n'importe quoi. Parce que pendant que vous faites de la merde comme ça, y a des enfants qui souffrent et qui meurent, y a la Terre qui va pas bien, et puis y a des gens qui sont en train de se projeter en enfer sans même le savoir. Et ils vont y rester longtemps, parce que je te donne une grande nouvelle, madame la journaliste. Ton âme, ton esprit, c'est quelque chose qui est éternel, qui ne mourra jamais. Par contre, après ta mort, ton dernier souffle de ta vie, t'as vu, la vie, ça passe vite en fait. Soit tu peux atteindre un paradis éternel, soit tu vas entrer dans un enfer qui va durer des siècles et des siècles et des siècles. Voilà, t'as l'impression que ça durera une éternité. Donc, nous, c'est pour tous les humains de la Terre. Hein. Enfants, femmes, hommes, tous. Hein. Et les transgenres alors? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais il y avait un Nazaboy encore. On t'a sonné toi, Eric Ericus? Va parler transgenre avec tes francs-maçons dans ta loge. Va faire tes travaux, monsieur la soubrette avec son tablier blanc immaculé. Enfin voilà. Donc c'était le retour de Thomas Pesquet sur Terre. Témoin des dérèglements climatiques. Ah, il a été témoin. Bah nous, on est témoin que Thomas est un menteur. Témoin contre témoin. Comment on fait là maintenant? Voilà. Bon, je vous passerai bien un petit morceau sympa, mais on n'a plus le droit de passer de la musique. Sinon, signalement, censure.
Voilà, qu'est-ce qui se passe? Scandale chez Pfizer, des scientifiques piégés en caméra cachée en pleine intervention. Putain. Oh là là. Mais il faudrait des centaines de milliers de personnes pour qu'il y ait un aussi gros complot qui puisse se produire. Non? Ah non. Non, non. Des éléments clés bien placés dans la pyramide. Qu'est-ce qu'il a? Oh putain. J'espère que les fourches seront sorties. Oh putain. Branco, le petit luciférien. Le petit neveu d'Atali. Petit acteur de crise. T'ouvres encore ta gueule pendant 53 minutes chez Sud Radio pour que les Français sortent les fourches. Franchement, que maintenant, par pitié, Seigneur, que ta justice tombe sur terre. Que les menteurs, les manipulateurs soient tous affichés. Et que les voiles d'illusion, de manipulation, de mensonges soient tous déchirés, brûlés, annihilés. Et qu'on voit tout en toute transparence, tout le monde, que les petits fraudeurs comme ce petit rat-là, ou ce petit rat-là, ce cobaye, que tous leurs mensonges, tout soit révélé maintenant. Stop. Bienheureux ceux qui ont retrouvé la vue. Pour tous les aveugles, il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir vous rendre la vue dans l'état où vous êtes. Jésus-Christ. Sur ce, gloire à l'Éternel, au plus haut des cieux.